Je dois dire que je suis très honoré de participer à cette journée à plus d'un titre, aussi parce que c'est une aventure collective et mais agréable de le rappeler ici, qui a commencé il y a plus de 10 ans, autour justement de ce monstre de papier et de couleurs et de dessins, et aventure collective auquel Noël Coy a participé, et bien d'autres, François Bon, Nathalie Richard, François-Xavier Fauvel, et en fait, je dois dire que Breuil a réuni à un moment donné, a catalysé, les archives de Breuil ont catalysé une façon de réintroduire une histoire de la préhistoire qui avait été portée justement par des travaux universitaires importants dans le cadre d'une ACI. À l'époque, c'était pas encore les ANR. Aujourd'hui, on dirait une ANR Archive Breuil, qui a permis notamment, et je le signale, d'éditer électroniquement une grande partie de l'autobiographie. Et d'ailleurs, cette édition est à la Bibliothèque nationale, tout à fait consultable, libre de droit, à partir donc de différentes versions de cette autobiographie. Et de la même façon, cette ACI, et Noël en avait été le commissaire, avait permis cette grande exposition à l'Île-d'Adam en 2006. Finalement, on aurait pu la réimaginer en 2011 pour le cinquantenaire autrement. Mais je crois d'ailleurs que les panneaux de l'exposition sont conservés, donc ils pourront toujours resservir. Donc il m'est aussi agréable de remercier la bibliothèque centrale du Muséum d'histoire naturelle, et tout particulièrement Pascal Hortel, grâce à qui cette histoire, avec d'autres fonds Breuil un peu dispersés un peu partout, est possible. Cette histoire à travers pas simplement la carrière de Breuil, mais bien le rapport à la construction de sa mémoire. C'est une histoire complexe qui nous permet à tous de vous proposer des images et des documents, une flore de traces absolument énorme, et qui d'ailleurs, dont la recension et le récollement dispersé est loin d'être achevé, même si on peut dire que quand même le corps de papier de l'abbé Breuil tend de plus en plus à se cristalliser au muséum, et a fortiori au musée de l'Homme, puisque sa bibliothèque, sinon ses archives, y est quasiment intégralement conservée, en tout cas pour les tirer à part. Excusez ces considérations liminaires, je vous propose donc simplement de prendre au sérieux pendant la vingtaine de minutes ou la petite demi-heure, peut-être la demi-heure, disons, étant particulièrement bavard, vous m'excuserez, prendre au sérieux pour une fois, si j'ose dire, l'expression de pape de la préhistoire, non pas au sens métaphorique, mais bien au sens spirituel, et je dirais presque anthropologique, c'est-à-dire pape au sens de père, de papa. Et c'est pour ça que je me permets d'appeler cette intervention Habemus Papam, puisque finalement nous avons tous eu un rapport de type spirituel et filial avec l'abbé Breuil. Rappelons que le mot abbé dérive lointainement du terme abbas, qui veut dire père, ce qui évidemment paraît évident dans la construction ecclésiale, mais ce qui l'est parfois un peu moins. Et c'est un véritable paradoxe que je voudrais développer avec vous, paradoxe qui peut se décliner, que Arnaud a évoqué parfaitement, c'est-à-dire ce paradoxe que Breuil est considéré comme le père de l'institutionnalisation de la préhistoire. Or, il est aussi celui de sa déprofessionnalisation permanente et prolongée au-delà de sa mort. Je partirai de ce paradoxe, c'est-à-dire quand je parle de déprofessionnalisation, c'est-à-dire l'idée que Breuil a toujours estimé, et il l'a légué à nombre de ses disciples, que la préhistoire était d'abord une vocation personnelle, avant d'être un métier. Une vocation spirituelle, une vocation personnelle, et on a tous, finalement, pour ceux qui ont une expérience de préhistorien précoce, et c'est mon cas, je le confesse, précoce et interrompu, pour d'autres, vers d'autres cieux, clairement cette idée d'une espèce de passion qui est finalement infrascientifique avant d'être possiblement scientifique. Et de ce point de vue-là, Breuil a, et c'était aussi une des contributions majeures de la thèse d'Arnaud avant son livre, finalement prolongé le geste de l'amateur au-delà de l'institutionnalisation, puisque finalement il a contribué à ce que la préhistoire reste possiblement aussi une activité amateur, et c'est pas le moindre paradoxe, tout en étant une des figures de son institutionnalisation. Donc c'est sur cette espèce de double face
de la vocation, à la fois scientifique, donc comme le disait Arnaud, mais aussi personnelle, que je voudrais revenir aujourd'hui, à partir aussi de cette image que vous avez déjà vue tout à l'heure, et ce n'est pas un hasard, puisque c'est une des rares images, en tout cas dans les albums personnels de Breuil, qu'il a constitué comme une autobiographie en images et qui sont déposées au Musée Antiquité Nationale. C'est une des rares images où on le voit enseigner. Et pour cause, et c'est l'autre grand paradoxe qui nous sert de point de départ, c'est que Breuil n'aimait pas enseigner. Il l'a dit, il détestait enseigner. C'est pour ça que, en fait, ce titre choisi de maître est quasiment, en fait, impossible, puisqu'il n'est, ou en tout cas, il faut savoir de quel maître, de quelle maîtrise relève l'autorité de Breuil, en tout cas certainement pas celle de l'enseignant. Et c'est l'autre paradoxe, c'est qu'il n'y a pas d'élève, au sens d'auditeur, véritablement, de Breuil. Et ça nous ramène immédiatement à cette question de la paternité, impossible sur le plan biologique, bien entendu, pour un prêtre, mais sur la paternité diffuse et reproduite à l'infini de la figure de Breuil. C'est d'autant plus troublant, et ma source principale pour cette intervention sera précisément ces albums, vous en avez ici une page, qui sont effectivement des albums, 5 albums, que Breuil a constitué à la toute fin de sa vie, dans les années 50, au moment où il rédigeait la deuxième version de son autobiographie, et où il a fait un énorme triage de ses photos personnelles et de ses photos de terrain, mais ce sont vraiment des albums de personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de photos scientifiques, elles sont ailleurs, et il est troublant de voir que le premier album s'ouvre, ou quasiment, après quelques pages sur lui, enfant, sur l'image des deux familles. Ces 3 images, c'est-à-dire lui à droite, en profil quasi anthropométrique, mentionnons-le au passage, et les 2 familles, c'est-à-dire la famille biologique, que vous avez d'ailleurs vu tout à l'heure, c'est la même photo, ici prise à Amiens, et la famille spirituelle, ou en tout cas le premier noyau de la famille spirituelle, c'est-à-dire les frères, au sens propre du terme, les frères qu'il rencontre au séminaire. Donc, je déclinerai finalement les relations de parenté et de filiation, horizontales et verticales, à partir de ce diptyque, et savoir comment Breuil a transposé les questions de parenté spirituelle, ecclésiastique donc, dans des relations de filiation intellectuelle jusqu'à ces derniers moments, puisque c'est une des spécificités qui nous permet d'avoir encore aujourd'hui des témoins bien vivants de l'abbé Breuil, c'est que jusqu'à ces derniers moments, et je pense à M. Combier, il a maintenu un contact avec les très jeunes personnes, les très jeunes justement passionnés de préhistoire, ce qui donc prolonge, non pas comme une ombre, mais plutôt sa lumière, bien au-delà de sa mort. Donc, je découperai finalement et les relations et les temps en 4 moments, qui sont autant de types de relations. Tout d'abord, poser la question des pères de Breuil. Des pères, on les a déjà entrevus, j'y vais y revenir, vous m'excuserez, c'est-à-dire ces pères spirituels qu'il s'est choisis et qu'il a parfois même un petit peu délaissés, comme le disait Arnaud, et qui recoupent en gros les 10 premières ou les 15 premières années jusqu'à la Première Guerre mondiale, disons, de son existence scientifique. Ensuite se pose la question des frères scientifiques, de la concurrence avec ses frères, et c'est à peu près la même période, débordant au-delà de la Première Guerre mondiale. Ensuite se pose la question des élèves au sens, là pour le coup, institutionnel, question qui se déploie essentiellement dans les années 20 et les années 30, avec une figure quasiment monopolisée, monopolisatrice, pour ne pas dire vampire, qui est Miss Boyle, puisque finalement, elle s'est révélée être la seule élève définitive de Breuil. Et ensuite, la question des fils, des fils ou des petits-fils de Breuil, qui donc nous ramènera à la toute fin de sa vie. Ce qui permettra de poser la question de la construction non pas tant de l'image du maître que celle du père. Si on revient sur le noyau familial, et Arnaud l'a très bien dit dans sa biographie, Breuil ne s'entendait pas avec son père. Pour ne pas dire, il y avait même vraisemblablement un malentendu énorme. Donc on ne peut pas, sans faire de la psychanalyse historique, on ne peut pas s'empêcher de commencer par là, dans cette investigation sur le maître impossible, ou en tout cas le maître qui ne peut être qu'un père.
il ne s'entendait pas avec son père, il était en même temps l'aîné. Vous voyez Michel, qui est une figure qu'on ne connaît très, très mal, hein, pas assez, pour la bonne raison que justement une grande partie des correspondances familiales est mal conservée, ou ailleurs, restée dans la famille. Par contre, Breuil a souhaité conserver dans son fond les lettres avec sa mère, qui était la figure dominante, à tel effet, et c'est précisé, et je me permets de passer des débuts à la fin, c'est précisé dans son testament, il souhaite être enterré avec la famille de sa mère. Vous avez ici le profil de l'église de Beleu, petite bourgade à la sortie de la ville de Soissons. Vous voyez ici à l'extérieur une belle tombe qui est celle des ancêtres de Breuil, des Moreux de Lille. Alors il se trouve que les ancêtres maternels étaient aussi aristocratiques, baron d'Empire, donc ce qui peut-être le poussait aussi à ce rattachement, mais il l'exprime très fortement. Et quand on s'approche, justement, on voit le paradoxe, puisque une plaque qui a été récemment posée de manière tout à fait, si j'ose dire, sans concertation avec la communauté scientifique par la mairie de Beleu, qui a découvert dans les années 90 qu'elle avait finalement un grand homme sur le territoire de son cimetière, la tombe étant, vous voyez, absolument abandonnée. Voilà ce qu'on lit dans la tombe ci-contre, l'abbé Henri Breuil, chanoine honoraire des chapitres de Soissons et de Beauvais, histoire locale, hein, on est quand même à côté de Soissons, maître de l'école française de paléontologie humaine. Et je dois dire que quand j'ai été visiter pour la première fois cette tombe, j'ai été surpris par l'expression maître de l'école française de paléontologie humaine, puisque je crois que c'est à peu près le seul endroit où on trouve cette expression, et c'est pas un hasard que ce soit justement par la communauté scientifique qui l'ait, si j'ose dire, choisi. Donc ce maître impossible et ce père finalement spirituel, et je terminerai par des considérations sur le patrimoine de Breuil, puisqu'après tout, sans jouer sur les mots, la question est bien de savoir ce que Breuil a légué matériellement, son patrimoine, en sachant que Noël nous a bien montré qu'il avait un rapport d'extériorité avec les collections, et que les collections qu'il aurait pu léguer, il les a léguées au fur et à mesure, si j'ose dire, et plutôt dans une position de passeur que véritablement de propriétaire. Bon. Donc la question du patrimoine documentaire, bibliographique, mais surtout du patrimoine archivistique, qui nous ramène au musée de l'homme hors les murs, ou dans les murs, et au muséum dans son ensemble, puisque la donation de Breuil est une des grandes richesses patrimoniales, au sens moderne du terme, du muséum, je le pense. Donc, très brièvement, puisque finalement les figures ont déjà été abordées par mes camarades, Doduménil n'est pas vraiment un père, mais les trois pères que Breuil s'est choisi sont des figures, et ça pose une première question, sont tous des figures inattendues par rapport justement à ses choix spirituels. Édouard Piette est un très grand anticlérical, pour ne pas dire plus. Il a refusé l'extrême onction que Breuil a tenté de lui donner dans ses derniers moments. C'est quand même pas tout à fait innocent. Capitan avait la foi, je pense, mais Cartaillac, puisque c'est le triptyque, hein, le père Piette et les Cartaillac et Capitan derrière. Cartaillac était protestant et avec une truculence assez éloignée peut-être de l'humanité picarde et la discrétion picarde, mais sans considération haute, c'était un peu pour eux. Mais en tout cas, des figures inattendues, mais des figures qui n'ont pas de fils. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Aucun de ces trois hommes n'ont eu de fils, et ces trois hommes n'ont eu que des filles. Et de manière d'ailleurs tout à fait, ce qui les a préoccupés fortement dans leur propre gestion patrimoniale, même si Piette avait un gendre au muséum, le fils de Paul Fischer, qui a été un de ses légataires scientifiques et qui nous a permis d'ailleurs au muséum de recevoir via son arrière-petit-fils, Jean-Claude Fischer, aujourd'hui décédé, une partie des papiers de Piette, ce qui rattache Piette finalement à la longue généalogie du muséum. C'est important parce que finalement, Breuil va autant se positionner contre qu'avec ses pairs, à commencer par le principal, à mon sens, parce que le premier, c'est-à-dire non pas Doduménil, qui a une figure de transition, mais bien Piette. J'en veux pour preuve cette lettre, qui n'est la première lettre, en fait, de Breuil à Piette, que la famille Piette avait conservée, et qui n'est pas au Musée d'Antiquité nationale. Première lettre, qui est d'ailleurs, vous voyez, à l'époque, Breuil à 20 ans, est encore très lisible, ce qui est assez agréable que pour ceux qui connaissent le problème.
Vos Castilles, 25 septembre 1897. Je me permets de la lire, en tout cas d'en extraire un bon morceau, parce que il faut imaginer que donc Breuil revient de ce voyage qui a déjà été évoqué, où il a d'abord été accueilli par la famille Buissoni à Brive, son condisciple de séminaire, et où Donuménil, donc c'est vraiment une figure de transition, l'a recommandé. Et là, il y a des solidarités picardes et ardennaises qui jouent. L'a recommandé à Piette, qui s'endormait tranquillement un jour de 8 juillet 1897 pendant ses fouilles. Ça a été vraisemblablement un coup de foudre, et surtout Piette l'invite à Rumigny dans les Ardennes quelques jours après. Donc là, c'est la lettre de retour de Rumigny. Voilà déjà 8 jours que j'ai quitté Rumigny, et les hôtes si bienveillants qui m'y avaient reçu. Je ne veux pas attendre plus longtemps pour vous remercier de l'accueil, pour ainsi dire, paternel, que vous avez bien voulu m'y faire, et de la bonté que vous avez eu de me faire visiter en détail toutes vos richesses archéologiques, en y joignant des explications stratigraphiques et des comparaisons souvent nouvelles pour moi. Oui, en fait, j'avais fait un gros plan que je n'ai pas utilisé, excusez-moi. Si, comme je l'espère, je puis un jour jouer un rôle dans les sciences préhistoriques, on voit que quand même Breuil, à 20 ans, a déjà tout de suite une idée de son destin. Je serais heureux de pouvoir vous inscrire, pour ainsi dire, deuxième fois qu'il dit pour ainsi dire, lapsus calami, si j'ose dire. Tout à l'heure, il disait pour ainsi dire paternel, pour ainsi dire, en tête de la première page de ma carrière scientifique. Aussi, mon passage à Brassampouille et mon séjour à Rumigny seront-ils pour moi des souvenirs précieux. Vous remercierez, c'est important, aussi de ma part, mesdames vos sœurs, de l'affabilité qu'elles ont bien voulu témoigner, et monsieur Fischer, donc le gendre, qui est préparateur au muséum et responsable de la conchyliologie française, des renseignements qu'il m'a donnés sur les études supérieures scientifiques et sur la bibliographie paléontologique. Alors après, il fait quelques confessions, donc on trouve beaucoup à cette époque dans les correspondances de Breuil. J'ai fait depuis 8 jours quelques trouvailles intéressantes en chassant dans les terres labourées. C'est vraiment le début de l'œil prospectant de Breuil. Et il termine cette lettre par mes souvenirs respectueux à mesdames vos sœurs et à vos enfants, Henri Breuil. Et ce n'est pas innocent, puisqu'au fond, Breuil, partout où il ira à partir de là, ne cessera d'être en famille, ou de vouloir être en famille. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et tous les témoins oraux des Bégoin, de la famille Bégoin, j'y reviendrai tout à l'heure en passant, la famille Piette évidemment est un peu lointaine, mais on se souvient d'un Breuil à table qui est là comme en famille, qui apporte toujours des choses pour les enfants et qui donc s'insère dans les relations familiales. En tout cas pour Piette c'est évident, puisqu'il a non seulement été présent pour son dernier moment, alors qu'ils étaient quasiment en froid, et que la sœur de Piette, qui elle était religieuse, enfin qui elle avait la foi, a demandé in extremis à Breuil de venir confesser son anticlérical de frère. Et finalement, c'est cette insertion familiale que Breuil réussit, qui lui permet également d'adopter ses pères spirituels. Et voilà le beau témoignage un peu plus tardif d'Édouard Piette, là cette fois-ci adressé à Breuil. Vous voyez que Breuil a daté 1er janvier 1900, il se trouve que c'est l'année des ordinations. Souhait de bonheur, donc, Édouard Piette, consacrez-vous tout entier à l'étude de l'histoire naturelle et des temps préhistoriques, un bel avenir s'ouvrira devant vous. Donc la protection de Piette est totale, elle va, on l'a dit, jusqu'à le financer, mais elle va bien au-delà, parce que Piette fait de Breuil son légataire sur sa collection, légataire intellectuel sur sa collection. On sait que Breuil passera des heures et des heures à reclasser entièrement la collection Piette, jusqu'à ses derniers moments, et c'est un des derniers textes qu'il a écrit d'ailleurs, la préface au catalogue de Marthe-Cholot, en 1961, il l'a écrit au mois de mai, hein, donc il est mort au mois d'août, donc vous voyez, bon, et d'ailleurs le catalogue a été publié en 64 post-mortem, où il rappelle justement, au moment de sa fin, son début, ce début essentiel, puisqu'il lui donne le principal legs, c'est-à-dire le goût de l'art. Et on sait que Piette avait donné aussi à Breuil sa première fouille, puisque et peut-être sa seule fouille vraiment financée institutionnellement, c'est-à-dire les fouilles du Mas d'Asile pendant 2 ans, avec financement de du ministère de l'Instruction publique, ce que Breuil n'a pas beaucoup reproduit par la suite. Alors voilà pour Piette.
Je ne dirai pas tellement de plus sur Capitan. Notons au passage que là aussi, il y a des relations avec les filles très fortes avec les filles Capitan, ce qui d'ailleurs provoquera ensuite des problèmes, parce que les filles Capitan fréquenteront des gens que Breuil n'appréciera pas. Capitan dans son jardin du 5e arrondissement. Mais notons aussi, et c'est très curieux, que Breuil a un esprit de contradiction fou, et autant il adopte complètement le goût de l'art mobilier chez Piette. Par contre, l'américanisme de Capitan, c'est assez frappant de se rendre compte, parce que quand on a fait tous le tour des itinéraires de Breuil, on s'est toujours étonné pourquoi Breuil n'a jamais été aux États-Unis, pourquoi Breuil, même pour une simple cycle de conférence, il n'a jamais traversé l'Atlantique. Il a voyagé partout dans le monde, mais il y a un endroit où il n'a jamais été. Les Américains sont venus à lui, si j'ose dire, Henry Field, bien entendu, mais lui, et Harper Kelley, j'en reparlerai, c'est un de ses fils spirituels, mais lui n'a jamais traversé l'Atlantique. Et c'est assez curieux, puisque précisément, si Capitan va être son père plus simplement spirituel, mais son prédécesseur au Collège de France, puisque il a, dans sa leçon inaugurale, il tisse une filiation pas seulement avec Camille Julien, mais avec Louis Capitan, véritablement, il fera son choix de ne pas s'intéresser à ce que pourtant était une des spécialités de Louis Capitan. L'autre père, c'est évidemment Émile Cartaillac, avec qui il y a une grande proximité, mais dans ces trois cas, et je ne reviendrai pas là-dessus parce que ça nous entraînerait très loin, et surtout une complicité qui lui a permis de sortir de son rapport avec son premier père, puisque finalement il utilise la concurrence entre Cartaillac et Piette pour sortir de l'influence de Piette. Le meilleur exemple étant, on en a déjà parlé, le voyage à Altamira, où il trahit littéralement la confiance de Piette en finançant, et quand Piette a appris effectivement la possibilité que son argent avait pu financer un voyage de Cartaillac, alors là c'était la fin, et Breuil a failli vraiment rompre avec Piette. Mais dans les trois cas, et c'est ce qui crée le ciment du patrimoine reçu par Breuil, et qui fait de ces trois personnages ses pères, et d'Auduménil aussi, c'est qu'il a récupéré tout ou partie de leurs archives. En tout cas, on lui a demandé de les classer. Pour Piette, c'est à peu près monstrueux, puisqu'il, dans le cadre de la publication de l'art pendant l'âge du Règne en 1907, avec son gendre, il a entièrement reclassé tous les papiers de Piette. Pour Cartaillac, disons que c'est plus complexe, puisqu'il a été l'intermédiaire numéro 1, et là aussi, on ne peut pas ne pas le mentionner, dans ce grand legs que Cartaillac a fait à l'Institut de paléontologie humaine, c'est-à-dire toute sa bibliothèque scientifique. Et là, on voit dans les correspondances entre Cartaillac et Breuil comment dans les années 1916-17, et puis surtout après 1919, comment se met en place ce vaste legs. Et quant à Capitan, c'est encore plus beau, puisque dans les archives Breuil, il y a une grande partie des cours de Capitan au Collège de France et à l'école d'anthropologie, repris comme note pour les propres cours de Breuil. Donc là, c'est carrément, c'est directement l'affiliation. Alors, voilà pour ses pères. Je reviens donc pour poursuivre sur la question des frères. Donc, le frère Michel, et ce problème de savoir que Breuil est un aîné, mais un aîné qui, en même temps, n'assurera pas la transmission du nom. Et ça, je pense que c'est fondamental, parce que la relation qui se nouera avec sa sœur, qui elle non plus n'aura pas d'enfant, son frère qui lui non plus n'aura pas d'enfant, pose la question justement de la transmission du nom de Breuil, la transmission du nom du père, et c'est d'autant plus intéressant que son rapport au frère est aussi très informé. Arnaud en a parlé. Je préfère cette image qui donne quand même la réalité du compagnonnage à Saint-Sulpice, mais dans l'image plus spectrale, on voit que Breuil, et ça a été une affaire dont Arnaud parle, a regimbé quand a porté l'habit, et sur cette photo, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il est le seul à ne pas être en soutane, et il se distingue parmi ses frères au centre, et dès Saint-Sulpice, je pense qu'il a cette obsession d'être l'aîné, qu'il n'a pas pu être, ou qu'il est mal aux yeux de son père. Mais il a trouvé au moins un jumeau, qui est Jean Bouissonny, avec qui il a partagé bien des choses, et ce jumeau est certainement peut-être le seul frère véritablement spirituel de Breuil. La correspondance absolument monstrueuse, je crois qu'Arnaud avait compté le nombre de lettres qui sont conservées, mais c'est de l'ordre de 600 ou 800 lettres entre Jean Bouissonny et l'abbé Breuil. C'est absolument fondamental. Or, à partir de cette fraternité spirituelle qui gouverne, pour ainsi dire, sa vocation ecclésiastique,
Justement, le problème, et c'est un autre anicroche, après les pères spirituels difficiles, c'est la question des frères impossibles ou des frères ennemis. Puisque Breuil, dès qu'il s'engage en 1902-1903 dans des collaborations, va ne cesser de se créer des frères ennemis. Et le premier, évidemment, l'ennemi absolu, d'une certaine façon, à tous les titres, c'est Denis Perroni, dans la mesure où, d'abord, premièrement, c'est un franc-maçon, donc quand même, la collaboration entre un prêtre et un franc-maçon est quand même, au lendemain de l'affaire Dreyfus, en plus, c'est quand même, il faut imaginer la profondeur des rapports entre ces deux personnes, qui en revanche ont une collaboration objective totale jusqu'au bout. Perroni accueillant même en 1940 tous les papiers de Breuil en refuge aux Aisy, enfin pas tous, mais enfin en tout cas ceux qui le souhaitaient. L'histoire est très complexe, il y a des gens ici qui en parleraient beaucoup mieux que moi, je pense notamment à monsieur et madame Deluc, mais l'histoire des rapports entre Breuil et Perroni est d'autant plus forte que la correspondance entre Breuil et Perroni reste quasi introuvable. Elle ne fait pas partie du fond du muséum. Il y a quelques lettres de Perroni, mais elle a été, et ça vous donne déjà une idée, elle a été soustraite à un moment donné, et elle est quelque part. Je parle des lettres, et bien entendu, adressées à Perroni, à Breuil. Je ne parle pas des lettres de Breuil à Perroni qui ont suivi l'itinéraire complexe des archives de Perroni, je n'en parle pas. Je parle bien du fond Breuil. Donc c'est aussi pour ça que cette fraternité impossible entre Breuil et Perroni est difficile à documenter, d'autant qu'elle est véritablement un contrat, à un moment donné, avec la fameuse raison sociale capitan, et contrat qui va être rompu à plusieurs reprises. Mais cette rupture, ou cette rupture, ou plutôt ces relations complexes avec Perroni, quand on les transpose dans la péninsule ibérique, on trouve immédiatement un autre frère impossible. Et alors là, la rupture a été extrêmement violente, c'est avec Juan Cabrera-Guillot, avec qui Breuil a eu une véritable fraternité de terrain, ici au Batuecas en 1910, mais une rupture majeure à partir de 1917, dans les détails dans lesquels je ne rentre pas, qui a quasiment fait de Breuil une persona non grata en Espagne. Ce qui est, pour vous dire, quand même l'ampleur de la rupture, c'est pas simplement un malentendu. Mais Breuil, finalement, a trouvé un frère, à la fois un frère en esprit et un frère en science, en la personne d'Obermayr, alors que ce n'était pas donné, puisque Arnaud raconte très bien dans sa biographie, et je vous recommande ces pages, comment il a failli avoir un gros problème au moment de l'élection de Fribourg, premier poste de Breuil, puisque c'était Obermayr, d'autant plus qu'il était citoyen autrichien, qui avait quand même pris un petit peu de l'avance, et comment il a fui toute la force de Jean Brune pour inverser la tendance. Et malgré ces très mauvais débuts entre Breuil et Obermayr, Breuil a fini par trouver en lui un collaborateur important, mais là aussi avec des anicroches. Et pour finir, même si sur la fin, et Obermayr mourant en 1946, il y a une véritable réconciliation, clairement autour des problèmes espagnols, le rapport de Breuil et Obermayr, y compris au sein de l'IPH, n'a pas été tout à fait simple, mais une fois de plus, ce n'est pas mon propos. Évidemment, le frère que Breuil aurait peut-être aimé avoir, et dont il est difficile de savoir jusqu'où, même si leurs lettres sont éditées, au moins partiellement depuis pas mal d'années, c'est bien entendu Teilhard, un peu plus jeune que Breuil, qui mourra avant lui, et qui est d'autant plus important, j'y reviendrai, que ce frère est directement lié à la question de la filiation et de l'héritage de Breuil. Alors ensuite, et j'en termine par là, pas complètement, si Arnaud me le permet, j'en termine par là sur la question des frères, c'est la question justement des élèves. Et là, en allant très vite, tous les élèves revendiqués de Breuil sont étrangers. Que ce soit Miss Boyle, que ce soit Harper Kelley au centre, que ce soit les élèves que Breuil s'est un peu conquis en Afrique du Sud, comme Van Ritlo, qui finalement d'ailleurs, eux ne voyaient pas tellement Breuil en un professeur, mais plutôt un collaborateur, donc là, source aussi de nombreux malentendus, que ce soit Alice Boller-Kelley, qui est une des rares à avoir commencé un vrai travail de thèse sous la direction de Breuil sur le paléolithique inférieur, mais bon, ensuite elle a divorcé de Harper, Miss Boyle, que ce soit bien entendu, peut-être Dorothy Garrod, qui est peut-être l'élève, non pas du tout
réelle de Breuil, disons une des disciples scientifiques, mais celle que dont Breuil était certainement le plus fier, puisque la lettre de soutien qu'il a faite pour son poste de Disney professeur à Cambridge en 1933 est parfaitement conservée par lui, et c'est son principal soutien, et c'est finalement sa principale conquête institutionnelle de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ce personnage de Dorothy Garrod. Je ne parle pas évidemment de Paye, mais vous voyez que tous les élèves directs sont des étrangers. Il n'y a pas de Français dans cette génération-là, en tout cas la génération des années 20-30. Sauf peut-être justement des élèves qui sont aussi des fils ou des frères. Et c'est pour ça que je reviens à cette scène de la grotte des trois frères et de cette famille Bégoin dans laquelle Breuil va trouver asile tous les étés, une des nombreuses autres familles, et une famille justement qui est fondée sur l'alliance entre un père, le père Bégoin, catholique, et les trois frères, très proches du théillardisme, et qui est une famille qui va mêler beaucoup de choses et qui va aussi apporter la rencontre en 1927 de quelqu'un qui va jouer un rôle fondamental dans la fin de la vie de Breuil et qui est un fils possible, et qui est Léon Pal, ou Léon Palès, comme il souhaitait qu'on l'appelle, conformément à l'occitan. Puisque c'est dans la domesticité des Bégoins, si j'ose dire quasiment, Pal étant ariégeois, que Breuil fait la connaissance de Pal, au fin fond des grottes du Tuc de Doubert, et où, partageant un saucisson, Pal le raconte très bien, ils vont véritablement sceller un pacte de filiation. Alors, je passe sur bien d'autres figures de filiation. Je voudrais, en terminant, insister sur une figure, ici la question justement du fils impossible que fut André Glory, et d'un fils peut-être plus possible que fut Alain Rousseau, que Alain Rousseau a rencontré Breuil dès l'âge de 15 ans. Et cette question d'ailleurs qui se pose, et c'est ma conclusion dès le début des années 50, c'est-à-dire à quoi léguer à qui ? Et ça commence en 1955, au lendemain de la fameuse retraite des grottes profondes en 1954, où Breuil met en scène sa retraite, même s'il reviendra en Rouffignac en 1956, la question du legs patrimonial, du travail sur les relevés, et a fortiori Lascaux, et ce premier texte de 1955, où Glory est investi, on le sait, de la poursuite du travail sur Lascaux. Je ne poursuis pas, l'affaire est beaucoup plus complexe, et d'ailleurs en 61 on précise aussi que si Glory a un problème, il faut que ce soit Villegou qui prenne la suite, c'est assez curieux. Et à ce moment-là, Breuil rentre dans un moment complètement fou, qui pourrait nous entraîner pendant, qui a occupé les 5 dernières années de sa vie, c'est l'obsession de la transmission, une dizaine de testaments à partir de 56, et à qui va être le légataire. Et en même temps, on le sait, il commence à distribuer, à parcelliser des dossiers, à donner. Il faut qu'il donne des choses à des gens, il a besoin de donner. C'est indispensable de transmettre des dossiers. Et là, on voit finalement ce désir d'être un père, aussi jusque-là. Et alors qu'il est, et j'en parle avec d'autant plus d'émotion que cette personne est présente, il a été, à partir de dès 1940, mais surtout en 1952, un père à la fois spirituel et scientifique, puisque Léon Frère demande à l'abbé Breuil d'être le parrain de sa fille, Marie-Françoise, qui donc est parmi nous, et qui se trouve là en 1952, le jour de sa première communion. Mais il y a plein d'autres enfants adoptés, comme Ripoll-Perello, qui sera quand même le seul biographe de Breuil jusqu'à Arnaud, il faut quand même le mentionner, le seul biographe au sens monumental. Et Ripoll-Perello va recevoir un particulier gros morceau d'archives qui est toujours un peu dispersé en Espagne, sur justement les affaires espagnoles. On le sait puisque Ripoll s'en est lui-même, si j'ose dire, vanté, et à juste titre. Il a même publié des facsimilés de lettres de Breuil, toutes les lettres à Alcalde del Rio, etc., qui ont été détachés de ce corps. Donc c'est pour ça que ce corps est monstrueux, mais toujours, si j'ose dire, en galaxie. Et je voudrais terminer sur une figure qui m'est particulièrement chère, parce que plutôt méconnue, et qui montre un fils totalement méconnu de Breuil, ou méconnu, enfin, pas si méconnu que ça, qui est Henri Delporte, et qui montre comment Breuil, jusqu'à la fin, est obsédé
d'une manière un peu étanche, parce qu'il ne disait pas à tous ses fils que ses fils avaient des frères. Et c'est justement un des jeux. On voit très bien, dès 1952, la première lettre de Delporte, la correspondance est bien conservée, comment se met en place un vrai rapport de filiation, mais alors là, pour le coup, cette fois-ci, très scientifique. Alors l'altérité est au rendez-vous, puisque Henri Delporte, il s'en est jamais caché, donc je peux me permettre de le dire, est clairement engagé au Parti communiste, il n'est pas vraiment, il est un instituteur que Broglie est sorti littéralement du ruisseau, pourrait-on dire, dans lequel il était. Et d'ailleurs, Delporte va faire un transfert très fort, puisque inscrit sous la direction de Nougier sur une thèse sur Châtel-Perron, il va s'inscrire sur la thèse de Broglie, c'est pour ça que sous la direction de Broglie, et Delporte, même si Broglie ne pourra pas soutenir sa thèse puisqu'il va mourir, Delporte aura peut-être été un des seuls doctorants de Broglie, ce qui est assez drôle parce que finalement, c'est une mémoire rompue, et effectivement, Delporte récupérera une partie non seulement du legs de Broglie sur les statuettes, notamment grâce à sa découverte de Tursac, où Broglie vient le lendemain même. Là, c'est le compte-rendu dactylographié par Delporte de son propre journal, parce que lui aussi, il a un rapport à ses archives assez fascinant. Et c'est la première chose qu'il fait, son premier réflexe, avant même, c'est Bordes, bien entendu, qui à ce moment-là a pris la place majeure en Aquitaine et dans la préhistoire, et à Broglie. Et Broglie arrive le surlendemain et consacre Delporte comme finalement le nouveau spécialiste de l'art mobilier, ce qui ne manquera pas d'ailleurs de permettre à Delporte de boucler la boucle, puisqu'il récupérera certains carnets de pièces et pour finir reprendra les fouilles de Brassempouille où Broglie avait commencé en juillet 1897 sa carrière. Donc c'est un tour de main, mais, et ce sera mon dernier mot, cher Arnaud, je suis désolé, il y a quand même au-delà de ses fils et de ce patrimoine dispersé, de ses fils et de ses filles, quand même, tout de même, la question du légataire. Et on sait que tout cela, la trop grande polyphonie peut-être de ses enfants et de ses petits-enfants, puisque jusqu'au dernier moment, il entretenait des relations avec vraiment de jeunes adolescents, comme Alain Rousseau, finalement, qui est né en 1934. Donc voilà, par définition, quand Broglie, il avait à peine 20 ans. C'est la question du légataire, et c'est bizarrement justement Léon Pal qui va rentrer en contradiction avec un légataire qu'on trouvait, qui est Claude Quénaud, et ce qui exprime toute la difficulté de Broglie à trouver un objet de transmission, c'est que précisément, il rencontre Quénaud dans les dernières années de sa vie. Quénaud est le biographe de Teilhard, et ce qui décide Broglie à confier à Quénaud une grande partie de ses archives, c'est précisément que Quénaud lui offre une planche de salut Teilhard-Broglie. Vous voyez, c'est même indiqué dans une de ses nombreuses versions du Testament, mais quand même une des dernières, c'est qu'il précise effectivement qui pourrait par exemple être versé à la Fondation Terre de Chardin si c'est double édition, etc. C'est pas le passage exact où il parle de Fondation Teilhard-Broglie, mais c'était son rêve finalement que Broglie s'insère dans le corps quasiment de mémoire de Teilhard de Chardin. Donc il fait un transfert, un ultime transfert sur quelqu'un qu'il ne connaît pas, avec qui il n'a jamais quasiment, d'abord avec qui il n'a jamais été sur le terrain, qui est un historien des sciences, qui travaille, qui est un inspecteur de l'éducation nationale, etc., qui travaille au CNDP, et du coup il le fait sans prévenir son légataire qui est Léon Pal. Et là, on célèbre ce cinquantenaire presque aujourd'hui, puisque le 4 ou le 5 octobre 1961, donc 2 mois après la mort de Broglie, se retrouve dans ce comité consultatif qui devait réunir Claude Quénaud, le baron Blanc, qui est mort entre-temps, donc il ne pouvait plus être là, qui était un des frères aristocratiques de Broglie, et Arnold Focus, son éditeur dont on a parlé. Ils se réunissent pour la première fois, et Pal découvre l'existence de Quénaud, et c'est le cataclysme. Ce sera la seule réunion du comité, et depuis lors, chacun va partir avec son morceau de Broglie, si j'ose dire. Je ne vais pas raconter l'histoire, c'est une longue histoire. Le Musée de l'Homme a reçu sa part grâce à Pal, d'une certaine façon, qui a défendu les intérêts du Musée de l'Homme. Le Muséum, plus tard, a reçu d'autres morceaux directement, mais le corps est encore largement dispersé. La preuve en est d'ailleurs, c'est que Henri Delporte lui-même a récupéré dans les années 80 les archives que Focus avait prises. Donc, vous voyez, à travers la dispersion des archives pendant 30 ans, on retrouve une partie des derniers acteurs. Et pour finir, donc, cette question
qu'on trouve dans un tableau que Pal exposait dans son propre laboratoire, hein, en Ariège, qui était sa généalogie mythique de préhistorien, dans laquelle Breuil est au centre, mais où on retrouve à la fois les pères et les ennemis de Breuil, hein, ça c'est selon Pal, Pal lui-même, jusqu'au bout, défendant quasiment les privilèges et la mémoire de Breuil, et pour finir, mais je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler, cette question, ce qui n'est plus simplement le patrimoine matériel de Breuil, mais le patrimoine scientifique de Breuil, qui, comme on le sait, et qui est un peu le mystère évoqué tout à l'heure par Arnaud, qui est la chute brutale de Breuil comme référence scientifique. J'en veux pour preuve ici cet article d'André Varagnac dans les Annales en 1969, où il pose la question de la succession de l'abbé Breuil après, évidemment, l'ouragan, ou le roi gouranesque, l'ouragan, le roi Gourand, qui en 1965 a mis à bas donc une grande partie. Vous voyez, c'est génial la phrase de Varagnac, l'abbé Breuil est décédé en août 61, en un demi-siècle son enseignement était devenu classique. Or, en quelques années, se sont manifestées des innovations en anthropologie, en préhistoire, que l'on qualifie à bon droit de révolutionnaires. Elles sont dues principalement à M. André Leroy-Gourand. Et Varagnac, dans une ultime plaidoyer, lui qui lui aussi a été un fils spirituel de Breuil, tente de placer Breuil justement, non pas à la droite du père, mais à la gauche d'André Leroy-Gourand. Je vous remercie.